Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Alors, je m'appelle Théa Hirschhorn, je suis d'origine américaine tahitienne par ma mère. Puis je suis engagée dans la lutte contre les essais nucléaires en Polynésie depuis le tout début, depuis 1975. Je suis également membre du parti indépendantiste Tavini Huiratira, qui est présidé par Oscar Temaru. Je suis membre fondateur de ce parti. Et dès le départ, dès la création de ce parti, nous avons fait un lien entre le statut colonial que nous avons et les essais nucléaires. Pourquoi ce lien? Eh bien, parce que si nous n'étions pas sous tutelle de la France, les essais nucléaires n'auraient pas pu se faire chez nous comme cela a été fait. On ne nous a pas demandé notre avis, ça nous a été imposé. Lorsque nous faisions du terrain, lorsque nous nous présentions aux élections, on passait pas mal de temps à expliquer aux gens la relation entre les essais nucléaires et le statut de colonie et l'importance de se dégager de ce type de relation avec la France. Donc que nous puissions avoir d'autres rapports avec la France et accéder à terme à la souveraineté pour notre pays. Nous étions des militants non violents et c'était une violence que l'on faisait. Les essais nucléaires, c'est une violence que l'on fait à un peuple, à son environnement, mais aussi à son futur, puisqu'on savait que la radioactivité, pour certains de ses composantes, allait être là pour des milliers d'années. Donc c'était inacceptable et malgré la pression des autorités de l'État, le regard des uns et des autres dans le pays, c'est quand on est, je ne sais pas, animé d'une croyance, ou ça va même au-delà, on ne réfléchit même plus, c'est quelque chose qui est dans vos entrailles et qui fait que rien ne vous arrête. On ne faisait rien sans se réunir autour d'une prière, c'est très important, ça fait partie de la culture de notre pays. On ne fait rien sans d'abord nous mettre en condition à travers une prière, et donc ça vous donne une force intérieure, mais en même temps un apaisement et une certitude que ce que vous le faites avec votre cœur, avec votre âme. On s'est retrouvés parfois avec des gardes mobiles comme ça, en face de nous, et quand vous avez les gardes mobiles comme ça, avec le casque et tout, quelquefois vous avez des bouffées de colère ou même de haine qui peuvent commencer à monter. Donc
on se fait violence aussi pour rester calme et tout. Et puis on avait, à part M. Temaru, d'autres leaders qui étaient là aussi quand ils sentaient que la moutarde commençait à monter pour rappeler aux gens dans quelle approche, quelle approche on avait vis-à-vis de ça. Et je pense qu'on aurait tué le mouvement si nous étions amusés à essayer de combattre l'armée ou d'avoir des actions un peu à la Corse, quoi. Hein? Avec tout le respect que je porte au minimum en Corse, mais la Corse, ils n'ont pas affaire à, je crois que toute la police qu'il y a autour des essais nucléaires, je dis, c'est hautement stratégique, donc on ne plaisantait pas, quoi. Hein. Donc je crois qu'on aurait été vite mis de côté si on avait choisi une autre forme de contestation. D'ailleurs, il y en a quelques-uns comme Charlie Ching et d'autres qui, eux, ont lancé des cocktails Molotov à la poste, etc. Et eux ont tout de suite été mis en prison et tout ça. Donc c'est pas ce que l'on voulait. En plus, nous, au-delà des essais nucléaires, nous avons cet objectif que nous n'avons jamais abandonné, qui est celui de construire une autre relation avec la France et que l'on ne soit plus dans une configuration à la coloniale et qu'on puisse obtenir la souveraineté pour notre pays. Dès le départ de notre mouvement, on a assisté à des conférences régionales ou internationales. Pour nous, il était important de sortir du pays pour faire connaître la vérité de ce qui se passait, parce que la France, elle, mettait beaucoup d'énergie à expliquer que les essais étaient propres, que toutes les précautions étaient prises, qu'il n'y avait aucun danger, avec toujours ces fameuses images du personnel sur les sites qui se baignaient ou qui buvaient de l'eau de coco, etc. Or, nous étions proches de certains travailleurs là-bas et nous savions dès le départ qu'il y avait eu des problèmes de santé sur les sites. Donc, d'assister aux conférences internationales, c'était important, mais ça, évidemment, on était devenu la cible des renseignements généraux, on a été pisté plusieurs fois. Je me souviens bien d'une conférence à Fidji où on était suivis. Et puis c'est surtout lorsqu'on revenait ici, quoi, les interrogatoires, les fouilles, etc. Et donc, dans la presse ensuite internationale, il y avait des articles sur ce qui se passait ici, l'autre version de l'histoire. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître à l'étranger et on a aussi commencé à tisser notre réseau international avec nos voisins les plus proches, la Nouvelle-Zélande et puis l'Australie, qui sont toujours de fervents militants antinucléaires, jusqu'à inclure ça dans la loi de leur pays. Ensuite, les autres îles du Pacifique, pour certaines qui ont aussi eu des essais nucléaires chez elles, comme la Micronésie, les îles Marshall, nous connaissions leur histoire et on se retrouvait souvent dans des conférences ensemble. Donc, au début, c'était dur. On a aussi, organisé des manifestations ici, dans la rue et tout ça. Et on était très peu au début, hein. Genre 10 personnes à défiler, ensuite 20, ensuite 25. On a fait des grèves de la faim. Il y a un comité de jeunes qui s'est monté, qui lui a organisé une grève de la faim qui a duré presque 11 jours devant la cathédrale de Papeete. On était en relation avec le mouvement du Larzac et on était encouragés par les rencontres que nous faisions et des visites que nous avions
ici, des gens qui se déplaçaient comme Bruno Barillot, comme Monseigneur Gaillot qui est venu, toute l'équipe avec Servan Schreiber et j'ai oublié les autres, des personnes très connues en France qui sont venues aussi, donc ça nous confortait dans notre travail. L'Église protestante aussi qui nous a accordé son soutien dès le départ, un soutien qui était précieux mais qui était délicat pour eux parce que les travailleurs des sites étaient en grande partie protestants ou catholiques pratiquants, quoi. Donc ça n'a pas été facile. Et puis tout doucement, le mouvement a grandi. Et puis on s'est retrouvés parfois à défiler quelques centaines de personnes, voire un millier. Je crois que la plus grande manifestation, on a dû se retrouver à 3000 personnes, ce qui est énorme ici, lorsque le bateau de Greenpeace est arrivé. Donc mon rôle à moi était dans les relations publiques avec tous les journalistes ou les personnes qui parlaient anglais, parce que je suis anglophone. Donc j'étais un petit peu au départ avec Greenpeace et je faisais un peu la liaison avec les autres personnes du mouvement ou même des gens qui ne faisaient pas forcément partie de notre mouvement politique. On a organisé un concert pour la paix, première fois ici, qui a été une réussite et je pense que tout doucement le mouvement s'est construit. Mais nous avions aussi, grâce à certaines personnes dans le pays et à l'extérieur du pays, qui venaient conforter notre position, qui nous soutenaient, qui nous encourageaient. On a eu la chance dès le départ d'avoir un couple, Marie-Thérèse Danielson qui était française et son mari Bengt Danielson qui était un anthropologue très connu qui a écrit plusieurs livres, et Marie-Thérèse Danielson, française, engagée aussi depuis le départ dans cette lutte et qui tous les deux prenaient énormément de risques, mais ils nous ont ouvert les portes dès le départ et ils nous ont aussi amené beaucoup de renseignements, parce que Bengt Danielson était un scientifique. Donc on a eu accès à plein d'informations qui étaient très importantes et qui nous confortaient dans ce que nous faisions. Ils avaient aussi eux-mêmes un réseau de personnes à l'étranger jusqu'aux Nations Unies qui nous ont facilité nos accès à des tribunes internationales. Parfois on désespérait, mais bon, le soutien que l'on a pu avoir de gens de l'extérieur vient vous remonter le moral quand vous-même vous étiez un peu abattu par le manque d'intérêt que les gens ici avaient, quoi, hein. C'était pas facile pour les gens parce qu'autant ils pouvaient nous soutenir, autant ils étaient mêlés, ils étaient directement bénéficiaires de l'argent qu'amenaient les essais nucléaires, puisque on a été inondés d'argent. Donc tout de suite on s'est retrouvé dans une société de consommation où tout le monde a commencé à consommer beaucoup, voitures, maisons, etc., etc. Donc c'était compliqué. Bon, on était conscient que si on faisait des actions spectaculaires, on pouvait attirer l'attention certainement des médias et tout ça, mais nous n'étions pas dans cette approche-là. Et nous avions aussi
nos frères kanaks qui, eux, étaient en pleine guerre civile et tout ça, donc, et qui, eux, étaient dans la violence. Et on était proches d'eux et on a bien vu ce qui s'est passé en Kanaki, hein, le nombre de Kanaks qui ont été assassinés et tout ça. Donc, non, ça a été une période vraiment difficile, mais en 2004, il y a eu des élections pour renouveler l'Assemblée de Polynésie et nous sommes arrivés au pouvoir. Le président Temaru a été élu président à la grande surprise un peu de tout le monde. Et là, la France était très fâchée parce que ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça. Et donc 6 mois après, nous étions renversés et il y a eu des élections de nouveau où nous sommes revenus encore plus forts. Et là, donc la deuxième fois, c'était en 2005. On a créé à l'Assemblée une commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires. Parce que le statut de la Polynésie avait changé et donné à l'Assemblée le pouvoir de créer des commissions d'enquête. Et donc, j'ai eu le privilège de présider cette commission d'enquête. Et là, je me suis fait aider de Bruno Barrio, et nous avons constitué nous avions 6 mois pour rendre nos conclusions. Et donc, c'est la première fois qu'officiellement, un document émanant d'élus de la Polynésie a été, rendu public. Et même si les autorités de l'État n'ont pas répondu à nos demandes d'interview, etc., parce qu'une commission d'enquête, donc il faut interviewer tout le monde, on a quand même pu avoir des témoignages de personnes ici qui ont eu des rôles clés dans l'histoire de l'installation des essais nucléaires ici, qui en parlaient pour la première fois. On avait un budget qui nous permettait de faire appel au CRIRAD pour pouvoir faire quelques tests préliminaires sur l'état de santé de quelques îles chez nous. Je pense qu'on a fait un bon travail parce qu'on a essayé de faire un document qui ne soit pas critiquable, qui ne soit pas, trop partisan. Et je pense qu'on a réussi parce qu'on a finalement eu une réaction de l'État français qui a commencé à vouloir nous rencontrer. Et on a créé un comité entre eux et nous, avec des échanges d'informations. Évidemment, c'était au compte-gouttes, mais bon, tout ça a déclenché de la part de l'État une prise de conscience qu'il fallait qu'il lâche un peu les informations et qu'il commence à reconnaître qu'il y a eu des conséquences graves sur la santé de la population et sur l'environnement. Lorsqu'on a présenté le document, qui a été adopté à l'unanimité quand même, j'ai bien vu que certaines personnes qui tout d'un coup ont une prise de conscience sur l'ignorance dans laquelle ils étaient et l'ignorance qui a été en fait maintenue par la France. Et certains étaient vraiment, étaient fâchés et certains sont tombés de très haut lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé. Et là, c'était la stupéfaction dans la population, parce que je pense que jusque-là,
Certaines personnes pensaient que on exagérait parce que nous étions un mouvement indépendantiste, qu'on arrangeait un petit peu, disons, l'histoire du nucléaire pour servir notre cause. Et là, documents scientifiques à l'appui, ils ne pouvaient plus maintenir cette position. Je pense que c'est une chose acceptée aujourd'hui. Les essais nucléaires ont touché la santé de notre population. L'histoire n'est pas finie, on a vraiment une épée de Damoclès sur nous parce que avec les changements climatiques que l'on voit, que l'on subit, le Pacifique depuis quelques années là, a subi des tremblements de terre sous-marins très importants. C'est un réel danger pour nous lorsqu'on sait qu'il y a de la radioactivité qui est enfermée dans le ventre de ces deux atolls, sachant que s'il y a des fissures, les courants remontent vers la surface, donc avec une possibilité très sérieuse de fuite, sachant que les poissons comme les thons et tout ça, dont nous sommes grands consommateurs, sont des poissons qui voyagent. Eh bien tout ça, nous ne le maîtrisons pas, même si la France nous garantit qu'elle effectue des prélèvements, etc. Je dirais qu'on croit qu'à moitié. Mais donc c'est un autre combat dans lequel nous sommes actuellement, de reconnaissance et de protection pour le futur de notre pays. Away, away.